n'est pas qu'un homme politique, il incarne l'espoir d'un renouveau pour tout un continent. Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance, ne représente pas seulement un homme politique, mais un symbole de la lutte pour l'autodétermination économique du Burkina Faso. En confrontant les puissances étrangères et leurs accords miniers inéquitables, il a promis de redonner au peuple burkinabé ce qui lui revient de droit, ses ressources naturelles. Mais cette bataille ne sera pas facile. Face à des adversaires puissants et bien établis, le défi semble insurmontable. Le pari est risqué. Non seulement Traoré se bat pour la justice sociale, mais il cherche à redéfinir la place du Burkina Faso sur la scène internationale. L'enjeu est clair: la souveraineté économique de son pays contre l'exploitation continue des puissances extérieures. Ce combat déterminera non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais pourrait aussi avoir des répercussions majeures pour l'ensemble du continent africain. Dans les premières années de sa présidence, Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance, a dû faire face à un défi immense. Le Burkina Faso, une nation en lutte pour son avenir, un pays riche en ressources naturelles, en particulier en or, était pourtant confronté à une pauvreté extrême. Pourquoi? Les contrats miniers signés par les gouvernements précédents avaient donné aux multinationales étrangères un accès quasi total aux ressources du pays, tout en laissant la population locale dans une misère profonde. Ces accords, loin de favoriser le développement, ont au contraire appauvri la nation. L'exploitation des mines d'or pendant des décennies n'a généré que peu de bénéfices pour les Burkinabés. L'or, extrait du sol burkinabé, était expédié sans aucune contrepartie pour le peuple. Traoré, alors qu'il devenait une figure emblématique de la résistance, a fait une promesse solennelle: récupérer l'or pour son peuple, renégocier les contrats miniers et mettre fin à cette dépendance destructrice. Mais ce n'était pas une tâche facile. En face de lui, des géants de l'industrie minière et des puissances internationales disposaient de moyens colossaux pour défendre leurs intérêts. Le soutien interne était un facteur clé pour Traoré. Au moment où il s'attaque à ces injustices, une vague de solidarité se forme. Les Burkinabés, longtemps accablés par la pauvreté et la corruption, commencent à voir en lui un espoir de changement. Mais cette transition ne se ferait pas sans heurts. Les pressions diplomatiques se sont intensifiées. Le monde a commencé à réagir avec inquiétude, voyant en cette révolte une menace pour l'ordre économique mondial. Le retournement de situation n'était pas seulement une question d'or. Il s'agissait de la dignité, de l'autonomie et de la souveraineté. La question était désormais posée. Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance, pourrait-il véritablement inverser la dynamique des accords miniers, et comment cela affecterait-il l'avenir du pays, mais aussi celui de l'Afrique tout entière? L'un des premiers gestes décisifs d'Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance, fut de s'entourer de personnes de confiance pour l'aider à mettre en lumière les injustices des contrats miniers. Parmi ses alliés se trouvait Aïcha Dembélé, une ancienne enseignante et militante déterminée, porteuse des preuves compromettantes des accords secrets passés entre le Burkina Faso et les multinationales. Aïcha n'était pas qu'un simple témoin. Elle représentait la mémoire du pays et l'espoir d'une transformation radicale. Ensemble, Traoré et Dembélé ont formé un duo incontournable, luttant non seulement contre des accords inéquitables, mais pour une vision de justice sociale. Leurs efforts ont rapidement porté leurs fruits. La révélation des documents concernant ces accords secrets a provoqué un véritable électrochoc, attirant l'attention non seulement des citoyens burkinabés, mais aussi de la communauté internationale. En exposant les termes injustes des contrats miniers, Traoré a réussi à mettre le monde face à une réalité qu'il préférait ignorer. Cette prise de position audacieuse a suscité une vague de soutien au sein du pays, galvanisant mouvements sociaux, des syndicats et des groupes militants. Les manifestations ont éclaté dans les rues et la solidarité s'est renforcée. Le peuple burkinabé commençait à se rendre compte que leur lutte pour la justice n'était plus une bataille solitaire, mais un mouvement global. Cependant, cette prise de position n'était pas sans risque. Les puissances occidentales, qui bénéficiaient directement de l'exploitation des ressources, ont immédiatement réagi. Ces sanctions économiques, des menaces diplomatiques et des pressions financières ont été exercées sur le gouvernement burkinabé. Mais face à cette adversité, Traoré et ses alliés sont restés fermes, convaincus que la lutte pour la dignité du peuple burkinabé ne devait pas faiblir. Le mouvement initié par Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance,
a rapidement pris de l'ampleur, mais la route vers la justice n'a pas été linéaire. Chaque étape de ce combat s'est déroulée dans une tension croissante, marquée par des actions et des réactions en chaîne. Au départ, les autorités burkinabées ont dû faire face à une résistance acharnée de la part des multinationales minières, qui dominaient largement l'économie nationale. Ces entreprises avaient en effet des investissements colossaux dans le secteur minier, mais elles avaient aussi, par leurs pratiques, exploité les ressources du pays sans jamais réinvestir dans son développement. Les négociations étaient de plus en plus tendues, mais Traoré, fort de son soutien populaire, a su maintenir la pression. L'un des premiers grands moments de cette saga fut la décision de Traoré de dénoncer publiquement un contrat minier spécifique signé avec une multinationale qui exploitait l'or du pays à des conditions désastreuses pour l'économie locale. Cette décision fut un tournant. Elle a mis en lumière l'ampleur de l'injustice, révélant que pendant des décennies, le pays avait été privé de milliards de dollars de bénéfices. Ce fut un véritable mini-reveal, un moment de rupture avec le passé, qui a profondément choqué à la fois le peuple burkinabé et la communauté internationale. Les chiffres étaient accablants. Des millions de dollars avaient quitté le pays, tandis que la pauvreté persistait. Mais la véritable accélération du processus est survenue lorsque les preuves des contrats secrets ont été rendues les publics. Les documents contenus dans un dossier jaune remis à Traoré par Aïcha Dombélé ont révélé une réalité brutale. Les accords miniers avaient été négociés dans l'ombre au détriment des Burkinabés. Ces révélations ont eu l'effet d'une bombe. Le monde entier a pris conscience de l'exploitation systématique du Burkina Faso, mais plus important encore, cela a ouvert la voie à un mouvement de résistance à l'échelle nationale et continentale. À mesure que les preuves s'accumulaient, le soutien interne à Traoré se renforçait. Les manifestants dans les rues de Ouagadougou et d'autres villes demandaient la justice, et même des acteurs internationaux ont commencé à prendre position, critiquant les pratiques de ces multinationales. Pourtant, cette victoire en termes de mobilisation sociale n'a pas été sans conséquences. Les puissances économiques internationales ont réagi immédiatement, intensifiant les pressions diplomatiques et imposant des sanctions. Les entreprises minières ont menacé de suspendre leurs activités, ce qui aurait plongé l'économie du pays dans une crise encore plus profonde. Le Burkina Faso, une nation en lutte pour son avenir, déjà fragilisé économiquement, se trouvait maintenant face à un dilemme. Il devait maintenir sa position de principe tout en gérant les répercussions économiques immédiates de ses actions audacieuses. Traoré, cependant, n'a jamais fléchi. Il a choisi de se concentrer sur le long terme, refusant de céder aux pressions extérieures. En parallèle, des mesures ont été prises pour renforcer l'économie intérieure du pays, diversifiant les secteurs d'activité pour réduire la dépendance au secteur minier. L'objectif était clair, rompre avec ce modèle économique prédateur et rebâtir un pays souverain, capable de contrôler ses propres ressources. En dépit de la violence des réactions extérieures, cette phase a également vu l'émergence d'une solidarité panafricaine. Les leaders africains, certains auparavant réticents à se dresser contre les puissances occidentales, ont commencé à exprimer leur soutien à Traoré. Un nouveau climat de coopération régionale s'est installé, marqué par un désir partagé de revoir les relations économiques entre l'Afrique et le reste du monde. Le Burkina Faso, une nation en lutte pour son avenir, sous la direction de Traoré, devenait ainsi un phare de la lutte pour l'autonomie économique et la justice sociale, un modèle pour d'autres nations du continent africain. L'un des éléments les plus percutants dans la lutte d'Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance, a été la présentation de preuves chiffrées pour étayer ses accusations contre les contrats miniers. Ces chiffres ne se contentaient pas de décrire une situation injuste, ils en dévoilaient la réalité brute, frappante et indiscutable. Tout a commencé avec une analyse approfondie des flux financiers liés à l'exploitation minière au Burkina Faso. Selon les données, plus de 50 milliards de dollars d'or avaient été extraits du pays depuis les années 1990, mais une fraction infime de cette richesse était parvenue à la population locale. Le reste avait été emporté par des multinationales, dont les profits étaient presque exclusivement envoyés à l'étranger. Cette différence entre les bénéfices générés et ceux qui ont été alloués au pays a été révélée par des rapports détaillant les termes des contrats signés, qui permettaient aux entreprises de conserver environ 90% des revenus générés par l'exploitation minière, ne laissant au Burkina Faso que des miettes. En termes de retombées économiques pour les Burkinabés, ces contrats n'ont eu pratiquement aucun effet bénéfique.
L'infrastructure du pays est restée sous-développée. Les secteurs essentiels comme l'éducation et la santé n'ont reçu que des financements marginaux, et la croissance économique a été anémique, malgré les ressources naturelles abondantes. L'une des preuves les plus accablantes a été la découverte d'une disparité flagrante dans la distribution des emplois créés par l'industrie minière. Tandis que les multinationales promettaient des créations d'emplois locaux, les statistiques ont montré que seulement 4% des postes étaient occupés par des Burkinabés. Et encore, ces emplois étaient pour la plupart précaires et mal rémunérés. Cette réalité a été mise en lumière par une série de rapports de l'Organisation internationale du travail et d'autres agences indépendantes qui ont confirmé que les travailleurs étrangers, principalement des expatriés, occupaient la majorité des postes bien rémunérés. Les analyses économiques ont également révélé un autre aspect choquant. Les exportations du Burkina Faso, bien que largement dominées par l'or, avaient chuté de 30% au cours des 20 dernières années, non pas en raison d'une baisse de la production, mais à cause des termes défavorables des contrats miniers. Ces accords ont non seulement entravé la capacité du pays à profiter de ses propres ressources, mais ils ont également contribué à l'endettement croissant du gouvernement, qui a été contraint de s'endetter pour financer les projets d'infrastructures de base. Mais ces chiffres n'étaient que la pointe de l'iceberg. Ce qui a encore plus choqué la communauté internationale a été l'analyse des subventions fiscales et des exonérations accordées aux entreprises minières. Ces multinationales ont bénéficié d'avantages fiscaux spectaculaires, leur permettant de contourner les lois locales en matière d'environnement et de travail. Les gouvernements successifs, sous la pression des investisseurs étrangers, ont négligé de faire respecter les réglementations, permettant aux entreprises de piller les ressources sans aucune responsabilité sociale ou environnementale. En rendant publiques ces données économiques, Traoré a renforcé sa position face à l'opinion publique internationale, mais aussi auprès de sa propre population. Les Burkinabés ont vu ces chiffres comme la preuve irréfutable de l'exploitation systématique de leur pays. Mais ce n'était pas seulement un combat pour la justice économique, c'était aussi un combat pour la dignité. La divulgation de ces informations a créé un choc, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi dans les corridors du pouvoir international, où des voix se sont élevées pour soutenir la cause de Traoré. Le moment de la réévaluation de l'impact de ces contrats était arrivé, et Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance, savait que la route était encore longue. Mais ces preuves, solidement documentées et irréfutables, offraient au Burkina Faso un levier stratégique dans cette guerre pour l'autodétermination. La lutte menée par Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance, pour la souveraineté économique du Burkina Faso, n'a pas manqué de susciter des oppositions, tant internes qu'externes. Cependant, ces opposants ne sont pas sans fondement. Les défenseurs des contrats miniers, notamment certains gouvernements étrangers et les multinationales, ont avancé des arguments solides pour justifier la continuation du modèle économique en place. Selon eux, ces accords avaient permis au Burkina Faso d'accéder à des investissements étrangers cruciaux pour son développement, alors que le pays, dépourvu d'infrastructures de base, manquait de capital et de compétences pour exploiter ses ressources de manière efficace. Ils affirmaient que l'exploitation par des entreprises internationales apportait un savoir-faire technique et une gestion d'excellence des éléments essentiels à l'efficacité de l'exploitation minière. De plus, ces entreprises, selon leurs défenseurs, avaient créé des emplois, contribué à la construction d'infrastructures et payé des impôts, ce qui, en théorie, aurait dû bénéficier à l'économie burkinabé. En outre, la mondialisation, qui favorise les investissements étrangers directs, offrait au pays une opportunité de s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales, permettant ainsi une croissance à long terme. Mais face à ces arguments, Traoré et ses alliés ont été opposés une analyse plus fine des conséquences à long terme. Les chiffres publiés sur l'impact réel des contrats miniers montrent que, loin de stimuler une croissance durable, ces accords ont contribué à une dépendance accrue du pays vis-à-vis des puissances étrangères. La richesse extraite du sol burkinabé n'a pas été réinvestie dans le pays. Au contraire, elle a alimenté les coffres des multinationales et des investisseurs étrangers sans véritable retombée positive pour la population locale. Traoré a également réfuté l'argument selon lequel l'entrée des multinationales était une condition sine qua non pour le développement. En réalité, il a montré que ces entreprises avaient contourné les lois locales et exploité la main-d'œuvre burkinabé à des conditions inhumaines.
Non seulement les travailleurs locaux étaient mal rémunérés, mais ils étaient souvent exposés à des conditions de travail dangereuses, sans accès à des soins de santé ou à des formations adéquates. En outre, le manque d'investissement dans des secteurs essentiels comme l'éducation, la santé et les infrastructures de base a révélé que les promesses de développement n'étaient en fait que des slogans vides, destinés à masquer une exploitation systématique. Face à ces arguments, il était clair que les contrats miniers en question étaient profondément injustes et que le modèle économique proposé par Traoré, qui prône une plus grande autonomie et une gestion plus responsable des ressources naturelles, était non seulement viable, mais nécessaire pour l'avenir du Burkina Faso. Le soutien populaire grandissant à cette vision du pays montrait qu'il était possible de rompre avec ce système néocolonial et de créer un modèle de développement plus équitable, centré sur les besoins réels de la population. Un tournant majeur dans la lutte menée par Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance, a eu lieu lors de la révélation publique de la révoque des contrats miniers. Ce moment a secoué les fondations du système économique international. Traoré, en annonçant la décision de suspendre tous les accords miniers avec les multinationales étrangères, a fait une déclaration audacieuse. Nous ne sommes pas pauvres, nous avons été volés. Cette déclaration a résonné bien au-delà des frontières du Burkina Faso, attirant l'attention des gouvernements et des entreprises partout dans le monde. Le geste de Traoré n'était pas seulement une réaction contre l'exploitation minière injuste, c'était une affirmation de souveraineté, une manière pour le Burkina Faso de reprendre le contrôle de ses ressources naturelles. Ce moment a marqué un avant et un après dans la lutte pour l'autodétermination économique du pays. Il ne s'agissait plus d'un simple discours sur la justice sociale. C'était un acte concret de défiance contre les puissances économiques qui avaient dominé le pays pendant des décennies. Mais ce tournant a également mis en lumière les risques que courait le pays. L'économie du Burkina Faso, déjà fragile, se trouvait à un carrefour critique. L'avenir dépendait désormais de la capacité du gouvernement à naviguer entre la pression internationale et la volonté de reconstruire une économie plus autonome, les conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance, de suspendre les contrats miniers ont été immédiates et variées, affectant non seulement le Burkina Faso, mais aussi la scène géopolitique mondiale. Au niveau national, cette décision a été saluée comme un acte héroïque, un moment de renaissance pour le peuple burkinabé. Les manifestations de joie ont éclaté dans les rues de Ouagadougou, la capitale, où des milliers de personnes ont célébré ce qu'elles percevaient comme la fin d'une époque d'exploitation et d'injustice. Des travailleurs, des étudiants, des agriculteurs et des militants se sont unis pour saluer cette avancée vers une plus grande souveraineté. En levant les chaînes des accords miniers injustes, Traoré avait rendu au peuple burkinabé une partie de sa dignité et de son avenir. Cependant, à l'échelle internationale, la décision a provoqué une réaction brutale. Les entreprises minières, principalement basées en Europe et en Amérique du Nord, ont immédiatement cessé leurs activités dans le pays. Les sanctions économiques ont été envisagées et plusieurs gouvernements occidentaux ont intensifié les pressions diplomatiques sur le Burkina Faso. Le secteur minier, autrefois pilier de l'économie burkinabé, a connu une chute brutale de ses exportations, ce qui a conduit à un déficit économique temporaire. Le prix de l'or a fluctué de manière significative, créant des turbulences sur les marchés mondiaux. Mais malgré les répercussions négatives immédiates, Traoré a maintenu sa position. Il a convaincu sa population que cette crise était un prix à payer pour la liberté économique. Il a également pris des mesures pour atténuer les effets à court terme de cette crise en lançant des projets d'infrastructures locaux et en encourageant les investissements dans l'agriculture pour compenser la perte des revenus miniers. Le gouvernement a mis en place des politiques pour soutenir les secteurs les plus vulnérables de la population, notamment en augmentant l'accès à l'éducation, à la santé et à des opportunités d'emploi. L'impact international, bien que négatif à court terme, a eu des effets inattendus. D'autres pays africains, témoins de la résistance du Burkina Faso, ont commencé à remettre en question leurs propres relations avec les entreprises multinationales et les gouvernements étrangers. L'Union africaine a exprimé son soutien à la démarche de Traoré, et plusieurs autres nations du continent ont commencé à envisager des réformes similaires dans leurs propres industries extractives. Ce mouvement a ouvert la voie à une nouvelle ère de coopération régionale en Afrique, où les pays se sont unis pour renforcer leur souveraineté économique et pour lutter contre les pratiques néocoloniales des grandes puissances économiques.
Au fur et à mesure que la pression internationale augmentait, l'Afrique a vu un changement de mentalité. Le modèle de développement imposé par les puissances étrangères était désormais remis en cause, et le Burkina Faso, sous la conduite de Traoré, devenait un exemple de ce que les pays africains pouvaient accomplir lorsqu'ils prenaient le contrôle de leurs propres ressources. Le défi maintenant était de maintenir cette dynamique tout en préservant la stabilité économique du pays. À la suite de la suspension des contrats miniers, plusieurs scénarios ont émergé pour l'avenir économique du Burkina Faso. Le pays se trouvait à un carrefour historique et l'incertitude planait sur son futur immédiat. Plusieurs options se dessinaient, chacune ayant ses avantages et ses risques. Scénario optimiste. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à surmonter rapidement les chocs économiques causés par la suspension des contrats miniers. Le gouvernement met en place des réformes structurelles efficaces, ce qui permet de stimuler l'économie locale. Des investissements dans des secteurs alternatifs comme l'agriculture, les infrastructures et les énergies renouvelables attirent de nouveaux capitaux étrangers. Mais cette fois, dans des domaines plus, du- plus durables et bénéfiques pour la population. Le soutien de l'Union africaine et d'autres pays africains renforce l'intégration régionale, et le Burkina Faso devient un modèle de transition économique réussi. Dans ce contexte, la diversification de l'économie réduit la dépendance au secteur minier, et à terme, le pays connaît une croissance économique stable et inclusive. La souveraineté économique du Burkina Faso est ainsi renforcée et le pays devient un phare de résistance pour d'autres nations africaines. Scénario réaliste mais incertain. Ce scénario envisage une période de turbulence économique à court terme. Bien que la décision de Traoré ait renforcé la souveraineté du pays, la transition vers une économie plus autonome est semée d'embûches. La communauté internationale reste hostile et les sanctions économiques continuent de nuire à l'économie burkinabé. Cependant, le gouvernement parvient à maintenir une stabilité relative grâce à des réformes visant à encourager l'autosuffisance alimentaire et le développement de petites entreprises locales. Malgré des défis considérables, la situation offre aussi des opportunités pour développer des secteurs alternatifs. Les pressions économiques de l'extérieur forcent le Burkina Faso à repenser ses partenariats internationaux et à s'engager dans des relations commerciales plus équitables. Ce scénario représente une phase de turbulence mais aussi de réajustement, où le pays, bien qu'éprouvé, trouve lentement un chemin vers la résilience. Scénario pessimiste. Dans ce scénario, le Burkina Faso se retrouve isolé économiquement et confronté à des tensions internes croissantes. L'arrêt brutal des activités minières, combiné aux sanctions internationales, entraîne une récession sévère. Les secteurs vitaux du pays, comme la santé, l'éducation et les infrastructures, souffrent d'un manque de financement et le chômage explose. La pression sociale monte et les inégalités se creusent, ce qui crée un climat de mécontentement populaire. Le gouvernement se trouve dans une position délicate, pris entre les attentes de la population pour un avenir meilleur et les menaces des puissances étrangères qui exigent la reprise des accords miniers. L'instabilité politique et économique pourrait faire émerger des voix en faveur d'un retour aux anciens modèles de coopération, affaiblissant la position de Traoré et menaçant la stabilité du gouvernement. Quel que soit le scénario, l'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à gérer ses crises internes et externes. Les choix du gouvernement et du peuple burkinabé, ainsi que leur capacité à collaborer avec les autres nations africaines, seront cruciaux pour déterminer si le pays peut transformer ses défis en opportunités. La lutte pour la souveraineté économique du Burkina Faso, menée par Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance, dépasse largement les frontières du pays. Elle touche directement les populations de plusieurs nations africaines, qui, comme le Burkina Faso, sont confrontées à l'exploitation de leurs ressources naturelles par des puissances économiques étrangères. Le modèle de Traoré est perçu comme un symbole d'espoir pour tous ceux qui luttent pour la justice économique. Il incarne cette idée fondamentale que les pays africains peuvent reprendre le contrôle de leurs propres richesses, en dépit des forces mondiales qui cherchent à maintenir leur domination. Pour les Burkinabés, cette lutte est profondément personnelle. Chaque exploitant minier, chaque contrat injuste signé dans l'ombre représente des générations de souffrances non reconnues. Leurs rêves de prospérité ont été écrasés sous le poids de l'exploitation et de la pauvreté. Mais aujourd'hui, grâce à Traoré, ces rêves renaissent. La décision de suspendre les contrats miniers est un acte audacieux qui symbolise non seulement la fin de l'exploitation,
mais aussi le début d'une nouvelle ère pour tout un peuple. Ce mouvement n'est pas seulement un combat pour des ressources naturelles, c'est une lutte pour l'avenir des générations à venir. Pour les autres nations africaines, l'exemple du Burkina Faso peut servir de modèle. À une époque où les pays du continent se battent pour se libérer des chaînes de la dépendance économique, Traoré montre que le changement est possible, même face à des adversaires puissants. Le soutien croissant de la communauté panafricaine à sa cause témoigne de l'importance de ce mouvement pour la transformation économique du continent. Le Burkina Faso, une nation en lutte pour son avenir, devient ainsi le terrain d'expérimentation d'un nouveau modèle de développement économique où la souveraineté nationale et l'intérêt du peuple passant avant les intérêts étrangers. La transformation économique du Burkina Faso après la suspension des contrats miniers nécessite une série de réformes profondes et stratégiques. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance, a mis en place un plan d'action visant à diversifier l'économie et à réduire la dépendance au secteur minier. La priorité a été donnée à l'agriculture, un secteur stratégique pour l'autosuffisance alimentaire du pays. Le gouvernement a lancé des programmes d'investissement dans l'agriculture durable, visant à augmenter la production locale et à améliorer la sécurité alimentaire. Des subventions ont été accordées aux agriculteurs pour leur permettre d'accéder à des équipements modernes et à des formations sur les techniques agricoles efficaces. En parallèle, des projets d'infrastructure ont été lancés, notamment dans les domaines des transports et de l'énergie, afin de réduire les coûts de production et de favoriser l'accès à de nouveaux marchés pour les produits de locaux. Ces investissements sont essentiels pour soutenir la croissance économique à long terme et pour renforcer la compétitivité du pays sur la scène internationale. Le secteur de l'éducation a également été une priorité pour le gouvernement de Traoré. Le Burkina Faso, une nation en lutte pour son avenir, n'est plus vu comme une victime, mais comme un acteur puissant capable de redéfinir son avenir. À travers les épreuves, le pays a su se relever, prouvant que, même face aux adversités les plus implacables, il est toujours possible de changer son destin. La lutte pour la justice sociale et économique a illuminé le chemin vers un avenir plus juste, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout le continent africain. En repensant à cette trajectoire, il devient évident que la transformation du Burkina Faso n'est qu'un début. Ce chemin, pavé de courage et de solidarité, continue d'inspirer les générations futures, en Afrique et au-delà. Ibrahim Traoré, une figure de l'espoir et de la résistance.